Voilà, bonjour à tous. Merci d'être venus dans ce webinaire sur l'éducation, sujet important. Malheureusement, c'est le mois de juillet, donc euh, beaucoup d'entre vous regardent l'enregistrement. Donc, ce webinaire sera enregistré et envoyé à tous les participants. Donc, ne vous inquiétez pas si vous avez loupé quelque chose, si vous devez partir, euh, on vous enverra la présentation et l'enregistrement. Euh, pour prendre rendez-vous, si vous êtes déjà, je suis convaincu, WeFinancial, ils sont super. Vous pouvez prendre rendez-vous directement ici avec le QR code. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui? On va parler de pas mal de choses. On va parler du coût des études aux États-Unis relativement rapidement, des erreurs fréquentes qu'on voit avec nos clients, les différentes stratégies d'épargne possibles, les avantages et les limites des 529, très, compte très important. Et on nous parle, depuis cette année, on nous parle pas mal des Trump accounts. Alors, le nom, si vous voulez pas prononcer le nom Trump, le nom, c'est les 530A, 530A. Donc, c'est des Trump à compte. On nous demande pas mal, on a pas mal de questions là-dessus. Donc, on a mis quelques slides sur ce sujet-là et les actions à mettre en place dans votre situation. Donc, et puis plein d'autres choses aussi. Là, c'est juste les grandes lignes. Vous allez voir que on va aller pas mal dans le détail. Et puis, bien sûr, je répondrai à toutes vos questions ensuite. Alors, avant de commencer, si vous êtes déjà venu à des webinaires de WeFinancial, vous savez que je dois toujours dire ça. Les performances passées ne préjugent pas les performances futures. Les informations que vous allez recevoir aujourd'hui ne remplacent pas une conversation avec un comptable ou avec un conseiller financier, que ce soit nous ou quelqu'un d'autre. Donc, chaque situation est différente. On va aller dans le détail pas mal, mais attention, ça reste à titre informatif. Les informations qu'on a recueillies, c'est basé sur notre expérience et sur des conversations qu'on peut avoir. Alors, aujourd'hui, comme c'est sur l'éducation, ils n'interviennent pas, enfin en tout cas pas trop, mais c'est des conversations qu'on a avec des CPA spécialisés, des avocats, et puis et différents sites et les règles qu'on voit, notamment du gouvernement, qu'on revoit. Donc, entre moi, ce que je sais, ce que je vais vous dire, la façon dont je le dis, ce que vous comprenez, etc., il peut y avoir une différence. Donc, apprendre tout ça, c'est apprendre à titre informatif. Hein. Alors, attention. Alors, d'abord, on va passer cette première 5-10 minutes. J'ai passé ces 10 premières minutes à vous présenter un petit peu qui je suis, qui est dans l'équipe, ce qu'on fait, etc. Donc, l'équipe, elle se compose donc de moi. Je suis le CEO et le fondateur de WeFinancial et du WeFinancial Group. Le WeFinancial Group, c'est un groupe que j'ai fait l'année dernière qui inclut WeFinancial, mais donc WeFinancial qui travaille avec les Français aux États-Unis, mais on travaille aussi avec les Américains. Et puis, on a aussi des équipes spécialisées, notamment on travaille avec des thérapeutes, on travaille avec des gens qui sont neurodivergents, ADHD, autistes, etc. Ça s'appelle We Financial Focus, WE Financial Focus. Et puis, une marque pro bono. On travaille, on fait de l'éducation, des choses comme ça, qui s'appelle We Financial Impact. Ça, c'est le We Financial Group. On a d'autres marques aussi, mais c'est les marques principales. On travaille aussi avec les Américains, avec We Financial, WE Financial. J'ai aussi une fintech sur le côté qui s'appelle Blue Grasshopper, qui vous permet d'investir de prendre une stratégie et de la traduire dans un certain nombre de fonds. Donc, c'est utile pour les 401k par exemple, mais c'est utile pour n'importe quel type de compte. Donc, si vous êtes plutôt do it yourself, si vous voulez investir par vous-même, mais que vous voulez quand même une base professionnelle, Blue Grasshopper peut vous aider. Je suis accompagné de Smara, qu'on verra peut-être à la fin de ce webinaire. Nicolas, qui est conseiller financier en France, et qui m'aide aussi côté US, et Lindsay, qui est, elle, conseillère financière uniquement sur la partie américaine. On est 6 en tout.
Donc, on est 4 conseillers financiers et 2 marketing managers. WeFinancial, c'est quoi? J'ai créé WeFinancial en 2018. On est spécialisé dans les questions de planning financier. Alors, quand on dit planning financier, hein, c'est plus que simplement les investissements. Là, on va parler d'éducation, mais on fait optimisation fiscale, enfin, on fait plein de trucs. Donc, WeFinancial spécifiquement est spécialisé dans le planning financier entre la France et les États-Unis. On travaille sur les deux pays. Donc, on travaille avec les Français aux États-Unis, on travaille avec les Américains en France, on travaille avec les Français en France quelquefois aussi. Donc, on travaille vraiment sur les deux pays. On est fiduciary. Donc, si vous avez déjà un conseiller financier, je vous invite à lui demander s'il est fiduciary. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on doit mettre votre meilleur intérêt avant l'autre. On ne vend pas de produits financiers, on ne reçoit pas de commission. Que vous investissiez dans ce truc-là ou ce truc-là, que vous achetez ce truc-là ou ce truc-là, ça ne change rien du tout. Nous, on vend du service. Alors, on est des consultants. Donc, on est payé uniquement par nos clients, pas par personne d'autre. Je suis basé à San Francisco, mais on travaille dans une trentaine d'États aux États-Unis, plus d'une trentaine d'États aux États-Unis maintenant. Alors, ce qu'on ne fait pas, c'est presque aussi important que ce qu'on fait, c'est des déclarations de revenus. Ça, ce sont les comptables. Donc, nous, on va faire de l'optimisation fiscale, mais mettre des chiffres dans les cases, ce n'est pas nous qui le faisons. En revanche, on voit les tax returns de nos clients. On trouve des erreurs, quelquefois. Tout ce qui est bilan retraite, donc on va faire des simulations retraite, des choses comme ça, mais discuter avec l'administration américaine sur les retraites, Social Security, et l'administration française, c'est pas ce qu'on fait. Il y a des sociétés spécialisées, des gens spécialisés, Caroline Bonnet et Nouvelle Vie Retraite, qui sont des gens spécialisés là-dessus. Nous, on va prendre les conseils qu'ils vous donnent et on va les utiliser, hein, pour faire des simulations retraite. Alors, comme je disais, souvent on vient nous voir pour la partie investissement. Alors, on dit, ah bah vous êtes conseiller financier, vous faites des investissements. Oui, c'est une partie, mais c'est une petite, enfin pas une petite, c'est une partie de ce qu'on fait. On va faire tout ce qui est à droite. Hein. Tout ça, on fait. Transmission du patrimoine, immobilier, retraite, assurance, éducation, ce qu'on va faire aujourd'hui. Optimisation fiscale, dette, tout ça on fait. Hein. Nous, on fait quelque chose de beaucoup plus global que simplement des investissements. Alors, comment ça se passe le travail avec nous? Deux aspects. Le premier aspect, c'est du pur conseil financier. En 2 ou 3 séances, on peut faire un plan financier. C'est 400 $ de la séance. C'est tout ce que vous payez, c'est tout compris. Hein, vous ne payez pas la préparation, vous payez uniquement quand on se parle. En général, en 2 ou 3 séances, on peut faire un plan financier global. Vous vous engagez pas à 2 ou 3 séances. Hein. Si vous voulez faire une séance, on fera une séance. Vous payez après chaque séance. Donc, il n'y a aucun risque. C'est satisfait ou même pas remboursé, c'est satisfait ou vous ne payez pas. C'est pas encore arrivé que quelqu'un ne paye pas après nos séances. Il y a toujours une première fois, mais en général, vous allez avoir dans une séance, c'est assez dense. Vous verrez un exemple aujourd'hui de ce qu'on peut faire sur l'éducation. Et c'est juste la partie émergée de l'iceberg. On peut faire, on va, avec nos clients, on va encore plus loin sur cette partie éducation. On fait aussi, comme je le disais, des investissements. Et dans ce cas-là, ça comprend la partie planning financier, hein, tout est inclus. Et c'est 5 000 $ plus 0,7% par an avec un maximum de 2%. Donc, si vous avez 200 000 $ à mettre, vous n'allez pas payer 5 000 $ plus 0,7% par an. Vous allez payer 4 000 $ par an, 2%. Et avec ça, vous avez conseil financier illimité, accès à nous, email, ce que vous voulez. On peut gérer tout ce qui est, on peut gérer les 401k s'ils ne sont pas chez Fidelity. On peut gérer, aussi, bien sûr, on fait des portefeuilles pour tout le monde sur n'importe quel type de compte. Roth IRA, etc. Les comptes 529, c'est particulier parce que, éthiquement parlant, des conseillers financiers qui gèrent des fonds 529, je trouve ça scandaleux. Pourquoi? Parce que la possibilité sur les comptes 529, on ne peut faire que 2 tradings par an. Donc, c'est ridiculement limité. Aucun intérêt, il y a zéro raison pour qu'un conseiller financier gère votre 529. Zéro. Donc, nous, on ne le fait pas parce que je ne trouve pas ça très éthique, hein, de leur part. De faire payer les gens pour en fait quelque chose où ils peuvent rien faire dessus. Donc, mettez votre 529, on y reviendra dans un target fund, et puis, ce sera aussi bien. On a d'autres webinaires. Hein, tout savoir sur le 401k, demandez-nous n'importe quoi, l'immobilier, la retraite. On a une chaîne YouTube où vous pouvez voir le replay de tous nos webinaires. On a aussi un podcast qui est géré par Smara.
je suis là aussi. Hein, voilà, Zmara, c'est moi. Donc, on a un podcast tous les 15 jours, 10 minutes, un quart d'heure. On va discuter d'un sujet particulier. Et donc, l'éducation, ça en fera partie. On a discuté transmission du patrimoine, on discute de plein de sujets. Donc, je vous invite à regarder, il est disponible sur Spotify et Apple. Alors, maintenant, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Une des choses pour les gens, avant de commencer vraiment de rentrer dans le vif du sujet, pour les gens qui sont ici, vous pouvez poser vos questions. Attendez que je passe un sujet avant de poser vos questions. Par exemple, si ça ne sert à rien de poser vos questions sur le 529, on va en parler. Mais une fois que j'ai terminé avec le 529, vous pouvez poser vos questions. Je répondrai à toutes les questions à la fin. C'est plus simple, comme ça ne va pas couper le flow, le flow de la présentation. Et on a beaucoup de choses à couvrir. Alors, comme vous le savez, c'est pas un secret, les coûts d'université américaine sont extrêmement élevés. Extrêmement élevés. Donc, il y a aussi des community colleges, donc ça, on n'en parle pas ici, où c'est entre 1000 et 7000 dollars par an. C'est beaucoup moins cher. Et puis, si votre enfant travaille bien, après 2 ans, il peut aller dans une université plus cotée. Mais ce n'est pas la majorité de nos clients ne prévoient pas que leurs enfants aillent dans les community college. Ils espèrent que leurs enfants fassent leurs études en France, mais on va en reparler. Mais les études américaines, en général, c'est ce qui va être prévu. Donc, il y a 3 grands types d'universités américaines. Les universités publiques de votre état de résidence, où là, c'est entre 25 et 35 000 dollars aujourd'hui. Aujourd'hui. Donc, si votre enfant a 2 ans ou 3 ans, dans 18 ans, ça augmente de 5% par an. Donc, dans 18 ans, ce sera beaucoup plus élevé, probablement un peu moins du double. 5% par an, c'est l'inflation sur les écoles, sur les universités. Énorme. Énorme. Donc, les universités publiques de votre état de résidence, entre 25 et 35 000 dollars. Les universités publiques hors de votre état de résidence, c'est 45 à 60 000 dollars. Et les universités privées, c'est 75 000 à 95 000 dollars. Donc, juste aujourd'hui, ça peut vous coûter, une université privée, ça peut vous coûter 300 000 dollars. Ou plus. 400 000 dollars sur les 4 ans. Aujourd'hui. Dans 10 ans, 15 ans, qui sait 600 000 dollars, probablement. Et ça inclut les frais de scolarité, le logement, les repas, les livres et les autres dépenses courantes. Donc, en gros, ça va être autour de ça. Donc, attention. Tiens, je vais changer un petit peu là, parce que c'est moche. Voilà. Attention, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir prévoir les choses le plus tôt possible. Et un des grands problèmes avec les Français, c'est que plus c'est tôt, moins on a de visibilité sur ce que va faire votre enfant. Dans 18 ans, il peut se passer beaucoup de choses. Donc, vous pouvez retourner en France, etc. Donc, un des problèmes auxquels on se confronte, nous, en tant que conseiller financier, et nos clients, c'est OK, on n'a pas beaucoup de visibilité sur les 18 prochaines années, parce qu'il peut se passer plein de choses. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va essayer de répondre à cette question aujourd'hui. Et donc, le paradoxe, c'est que plus votre enfant est âgé, plus vous avez de visibilité sur où est-ce que vous allez être dans 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Le problème, c'est que c'est de moins en moins intéressant d'utiliser des comptes comme le 529 quand votre enfant grandit. Même si vous avez plus de visibilité, c'est moins intéressant parce qu'il y a moins de possibilités pour que ça grossisse. Alors, les erreurs les plus fréquentes, et ça, j'en ai mis 2 slides, mais en fait, j'aurais pu faire toute ma présentation sur ça parce que je vois de tout. Donc, une des erreurs les plus fréquentes des parents, c'est d'attendre trop longtemps avant de commencer à épargner. C'est qu'ils attendent, ils se réveillent quand leurs enfants ont 14, 15 ans, 16 ans. Trop tard. Trop tard pour épargner. Autre chose, à l'inverse, c'est au lieu de mettre mon argent pour ma retraite, je vais financer les études de mes enfants. Pas une bonne idée. Vous pouvez faire un prêt pour les études de vos enfants, votre enfant peut faire un prêt pour ses études et vous pouvez rembourser son prêt. Vous ne pouvez pas faire de prêt pour votre retraite.
Vous ne pouvez pas financer votre retraite avec des prêts, vous pouvez financer les études de vos enfants avec des prêts. Okay, et puis il y a les bourses, etc. Vous n'avez pas de bourse, vous n'aurez pas d'aide financière, vous n'aurez pas de bourse pour votre retraite. Donc la retraite, ça reste la priorité. Ça reste la priorité. Alors, pareil, je vois aussi beaucoup, pour économiser, et on verra après ce qu'on peut faire, le 529, c'est le seul moyen. Non, je ne parle pas des Trump à compte, je parle aussi d'autres choses. On ne fait pas des 529 avec tout le monde, loin de là, particulièrement avec les Français. Parce qu'on va voir que les 529, enfin, on va pas le voir parce que j'en parle pas, ça me fait penser que je ferai un slide peut-être là-dessus, c'est que les 529, si vous retournez en France et que vous n'êtes pas américain, ils vont être considérés comme des comptes d'investissement. Donc taxables en France à 30%. Non taxables aux États-Unis, taxables en France à 30%. Hein, donc les 529, pour les retours en France quand on n'est pas américain, très, très pénalisant. Okay, donc attention, attention, attention à ça. Alors, autre chose, je vais économiser. Alors ça, je le vois aussi pour l'immobilier, je le vois pour toutes sortes de choses. C'est laisser l'argent dormir en espèces pendant de nombreuses années. En se disant, je mets un peu d'argent de côté, et puis comme ça, mon enfant aura un petit pécule pour son éducation. Ce que je vois aussi, c'est quand mes clients ouvrent des comptes au nom de leurs enfants. Pas une bonne idée. Parce que si vous avez des comptes au nom de vos enfants, et que vous mettez de l'argent dedans, ça se fait beaucoup en France. Ici, aux États-Unis, ça peut avoir de grosses conséquences, notamment en termes d'aide financière. Parce que le patrimoine de votre enfant est compté 5 fois plus que votre propre patrimoine dans le calcul des aides financières et autres. Donc, attention, attention à pas. Il y a d'autres moyens de faire, ne pas mettre de l'argent au nom de vos enfants. Ça semble une bonne idée. Alors après, si c'est 10 000 $, on s'en fout. Mais si ça augmente, les grands-parents mettent de l'argent, etc., ça peut poser problème plus tard. Même chose, j'ai des clients qui ont bien économisé, ils sont contents, mais ils l'ont fait eux-mêmes. Et donc, à l'arrivée de l'université, ils sont super agressifs. Alors, ça marche très bien, ça a marché très bien ces 2 ou 3 dernières années. Mais qu'est-ce qui se passe si l'année prochaine, l'enfant va à l'université et que les marchés crachent? Donc, c'est surtout pas le moment de retirer votre argent des marchés. Ouais, mais vous devez le faire pour payer l'université. Donc, il doit y avoir un plan où, petit à petit, et on le verra, vous devez réduire le risque dans vos comptes. Si vous avez des comptes spécifiques pour l'université. Même chose, euh, si votre enfant est jeune, en 18 ans, il peut se passer plein de trucs. Même en 10 ans, il peut se passer plein de trucs. Donc, il faut penser à la stratégie d'économie quand votre situation change. Vous divorcez, alors ça, en général, on y pense. Mais peut-être qu'un de vos enfants, tout d'un coup, ne veut pas aller à l'université ou va faire une université à l'étranger, peut-être en Angleterre, au Canada. Et donc, dans ce cas-là, il faut revoir, est-ce que ça vaut toujours le coup de mettre de l'argent dans un 529? Pareil, on a beaucoup de clients qui mettent pas mal d'argent dans un 529, mais qui ne mettent pas d'argent dans leur 401k. Et donc, quand on fait les calculs de simulation de retraite, ils sont à la rue, alors que, ils vont payer pour l'université. Ils vont avoir un problème avec leur retraite. Donc, attention à ça. Euh, les grands-parents, les autres membres de la famille peuvent cotiser, que ce soit à un 529 ou à d'autres comptes. Donc, il ne faut pas oublier. S'ils veulent aider les enfants, en général, les Français, quand ils voient le prix des États-Unis, ils donnent 500 € aux petits-enfants. Ils disent, c'est pour son éducation. Ouais, ça va payer pour 10 minutes d'université. Donc, en général, on est sur des sommes beaucoup plus importantes. Alors, ce que je vois beaucoup aussi, c'est dire, moi, mon enfant, il ira dans une université française. Les universités françaises, elles sont très bien. Je suis allé à l'université française. Ouais, peut-être. Mais plus votre enfant passe du temps aux États-Unis, plus il est possible qu'il aille dans une université américaine. Et pour faire l'avocat du diable, absolument, les universités françaises sont très bien en termes d'éducation. En termes de rayonnement international, zéro. Demandez dans n'importe quel pays de citer, 2 universités françaises, une, peut-être la Sorbonne. C'est tout. En dehors de la France, peut-être de l'Europe, personne ne connaît les universités françaises. Personne.
Demandez à n'importe qui dans le monde de citer 5 universités américaines, aucun problème. Comme ça. Harvard, Stanford, Columbia, etc. Donc le rayonnement, à tort ou à raison, mais le rayonnement des universités américaines à l'international, il n'est pas comparable au rayonnement des universités françaises euh, à l'international, clairement. Euh, Aussi, qu'est-ce qui se passe, ça on en parle avec nos clients, qu'est-ce qui se passe si votre enfant ne fait pas une université américaine, pour X ou Y raison? Est-ce que vous avez un plan B? S'il obtient une bourse, s'il ne poursuit pas d'études supérieures, s'il choisit quelque chose d'autre. Est-ce qu'il y a un plan B? C'est ça le problème un des problèmes avec le 529, c'est le manque de flexibilité. Alors, on verra qu'il y a des moyens de prendre l'argent du 529, mais c'est extrêmement limité. Extrêmement limité. Donc, si on planifie correctement, on peut éviter la plupart de ces erreurs. C'est pour ça qu'on est là. Alors, première chose, avant de choisir le type de compte, définissez ce que vous voulez faire. Quel montant souhaitez-vous financer? Ça, c'est une des questions qu'on pose. Est-ce que psychologiquement, vous voulez qu'il finance 100% des études? Une partie seulement? Un montant particulier? Alors, ce que j'aime bien, quelquefois, j'ai des clients qui disent: ah bah non, alors j'ai tout. Moi, je vais financer toutes les études de mes enfants à 100%, parce que l'éducation, c'est important pour moi. Et quand j'étais en France, c'était gratuit, donc il n'y a pas de raison que je ne finance pas tout. Et à l'inverse, j'ai des parents qui disent: moi, je ne finance rien. Je veux que mon enfant soit responsable, qu'il ait le sens de l'argent. Donc, c'est lui qui va financer et décider de l'université. Il n'y a pas de jugement. Chacun a sa vision. Ensuite, est-ce que votre enfant étudiera aux États-Unis ou à l'étranger? Très, très difficile de répondre à cette question quand vos enfants ne sont pas ados. Moi, mes enfants sont ados. J'ai 2 filles, 13 et 16 ans. Enfin, bien 13 et 15 ans, devrais-je dire. Et même 12 et 15 ans. Il y en a une qui va avoir 13 ans bientôt, dans un mois. Elles savent déjà que c'est extrêmement peu probable qu'elles aillent dans une université française. Ça ne les intéresse pas d'aller en France. Elles veulent rester aux États-Unis. Donc, euh, donc ça va nous coûter cher. Mais quand vos enfants sont plus jeunes, ils n'en savent rien. Donc, mais ne présagez pas que moi je vais obliger mon enfant à aller faire l'université en France. Vous rêvez. Si vous croyez que vous pouvez, ça va créer des tensions, etc. Donc, moi c'est clair, j'ai des parents qui disent: moi c'est clair, mon enfant il va aller faire ses études en France. Ouais, on verra. Souhaitez-vous conserver une flexibilité si vous changez de projet? Donc, le 529, c'est uniquement pour l'éducation. Un autre compte, vous pouvez le faire pour la retraite, pour l'éducation, pour différentes choses. Donc, vous gardez une certaine flexibilité. Vous perdez en optimisation fiscale, mais vous gagnez en flexibilité. Donc ça, c'est une discussion qu'on a avec nos clients régulièrement, nos clients qui ont des enfants. Est-ce que, bien sûr, vous avez plusieurs enfants? Est-ce que les grands-parents souhaitent participer? Donc, c'est pas on prend un 529, donc on prend un compte, un tel ou tel compte, donc on va faire ça. C'est OK, qu'est-ce qu'on veut faire? Et dans ce cas-là, quel est le compte qui est adapté à ça? Attention. Alors, donc là, j'ai déjà parlé d'un certain nombre de comptes. Donc, il y a le 529, intéressant fiscalement. Et après, on va discuter en tout cas des 2 premiers comptes, on va en discuter plus avant. Donc, intéressant fiscalement, et on va voir pourquoi, le 529, mais limité aux universités américaines. Il y a quelques universités étrangères, il y a une liste, mais je ne compterai pas là-dessus. Donc, le 529, et puis de toute façon, si c'est pour une université étrangère, c'est pas cher. Donc, il n'y a pas de raison de passer par un 529 pour ça. Le 529, c'est vraiment un plan pour l'université. Trump à compte, 530 et. Donc ça, c'est un nouvel outil qu'on a cette année. L'objectif est plus large que les études. On peut l'utiliser pour les études, ce n'est pas la seule chose. Et les montants sont relativement limités.
Ça ne paiera pas pour toutes les études. Donc le 529, les limites qu'on peut mettre dedans sont énormes. Donc en général, c'est ce qu'on va privilégier. Ne te rends pas compte, ça peut être bien comme ça à côté. Compte titre, très important. Grande flexibilité. C'est ce qu'on va. Donc un compte titre, c'est un compte d'investissement. C'est ce qu'on va utiliser dans beaucoup de cas. Quand on a peu de visibilité sur l'avenir, parce qu'on peut utiliser l'argent pour faire tout ce qu'on veut. Et donc ça, c'est intéressant. Donc souvent, ce qu'on fait avec, enfin pas souvent, quelquefois, ce qu'on fait avec nos clients, c'est que on va ouvrir des comptes à leur nom, hein, des comptes joints, par exemple, pas joints avec leurs enfants, mais joints avec leur époux ou épouse. On va ouvrir des comptes à leur nom, mais dédiés à l'éducation de leurs enfants. Psychologiquement, on sait que cet argent va aller à leurs enfants. Et donc ça, on ouvre un compte titre, puis on l'investit de manière agressive, et on va changer euh, pas tous les ans, mais tous les 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans, on va changer le niveau de risque au fur et à mesure où l'enfant va à l'université. Et donc ça, très très flexible, très intéressant aussi. Alors par contre, c'est imposable. C'est un compte titre, donc c'est un compte taxable. Mais on est moins limité en termes d'investissement, etc. Donc quelquefois, ça compense, les 529. Roth IRA. Tout le monde devrait avoir un Roth IRA. Donc ça, c'est pour l'épargne retraite. On peut mettre 7 500 $ ou 8 600 $ quand on a plus de 50 ans. Si vous n'avez pas de Roth IRA, vous devriez en avoir. Tout le monde devrait avoir un Roth IRA. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut l'utiliser potentiellement, en tout cas en partie, pour financer des études. Ça peut être intéressant aussi. Et en plus, ça a des avantages fiscaux. En général, on ne va pas le faire. En général, on va les garder pour la retraite, mais s'il faut, on peut l'utiliser. C'est le plan B. Et puis les comptes d'épargne, sans risque, 3,5% en ce moment. C'est pas ça qui aidera à financer les études de vos enfants, mais c'est sans risque. Et attention à l'inflation. Encore une fois, 5%, l'inflation pour le prix, le coût des universités, c'est 5%. Ça rapporte 3,5%. Puis il va y avoir un problème. En général, on ne va pas conseiller de garder l'argent en cash. Le 529, c'est le compte le plus important quand on parle de l'université. Tout ce qui grossit, c'est sans impôt. Donc, quand vous retirez l'argent et que c'est pour des dépenses, et il y a une liste, hein, ce n'est pas des cours de danse chez la voisine, ça ne marchera pas. Hein. Donc, c'est pour des dépenses d'éducation. Hein. Si vous mettez par exemple 100 000 $ aujourd'hui, ce sera 250 000 $ dans 15 ans. Les 250 000 $, donc 150 000 $ de gains, quand vous les retirez euh, pour payer les dépenses d'université, il n'y a aucun impôt. Aucun. Okay, donc, il faut. Donc, ce compte-là, il y a des grosses limites. C'est intéressant fiscalement. Par contre, ce n'est pas flexible. Si vous voulez retirer l'argent et que ce n'est pas pour des dépenses d'éducation, dans ce cas-là, 10% de pénalité sur les gains uniquement. Donc, dans mon exemple, sur les 150 000 $, il y aura 10% de pénalité, plus un impôt sur le revenu. Donc, c'est assez punitif. C'est assez punitif. Et dans certains États comme la Californie, il y a une pénalité supplémentaire. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans certains États, ce n'est pas le cas de la Californie, mais dans certains États, vous pouvez économiser des impôts, donc 5 000, alors pas 5 000 $ d'impôts, hein, 5 000 $ de revenus. Donc, vous pouvez économiser des impôts au niveau étatique sur ces comptes-là. Vous n'êtes pas obligé d'ouvrir un compte 529 de votre état de résidence. Vous pouvez l'ouvrir n'importe quand. Compte en Californie, qui s'appelle Scholar Share, par exemple, peut être utilisé par quelqu'un qui habite à New York. Ce n'est pas un problème. Et il bénéficie quand même des avantages fiscaux. Vous pouvez changer de bénéficiaire. En fait, ce compte, il est à votre nom avec comme bénéficiaire votre enfant. Vous pouvez changer le bénéficiaire. Ça, c'est intéressant. Quand on a des familles, nombreuses, eh ben, on va avoir potentiellement plusieurs 529. Mais si l'enfant le plus âgé n'utilise pas son 529 ou qu'il reste de l'argent sur le 529, on passe à l'enfant suivant. On passe à l'enfant suivant, on passe à l'enfant suivant.
Donc ça, c'est possible. Avec un certain nombre de limites, qui est la limite des donations, 19 000 $ par an, par enfant. Okay, 38 000 $ si vous êtes deux. Donc, attention, attention à ces limites, mais c'est possible, hein, de transférer l'argent. Comme je l'ai dit, il y a un certain nombre de contraintes, hein. Donc, notamment en termes de retrait, en termes de placement, hein, c'est relativement limité. C'est une liste de fonds. Et les règles peuvent évoluer. Là, elles ont changé il n'y a pas longtemps, en 2024, mais les règles peuvent évoluer. Mais pour l'instant, en général, les 529, ça reste intéressant. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en 2024? Il y a un certain nombre de choses qui ont été mises en place et mes clients m'en parlent souvent en se disant: ah oui, mais t'inquiète pas, Guillaume, j'ai mis de l'argent dans un 129, mais après, je peux le mettre dans un Roth IRA, etc. Non, enfin oui, mais c'est super limité. Déjà, le 529, il doit être ouvert depuis au moins 15 ans. Les cotisations effectuées sur les 5 dernières années ne sont pas éligibles pour être transférées dans un Roth IRA. Le bénéficiaire doit avoir un revenu au moins égal au montant transféré cette année-là. Donc, si votre enfant, hein, doit travailler pour que vous puissiez faire ça. Il faut que votre enfant doit travailler. Et vous ne pouvez mettre dans un Roth IRA que la limite annuelle. Donc, en ce moment, 7 500 $ par an. C'est le maximum que vous puissiez mettre d'un 529 sur un Roth IRA. Et le transfert maximal en tout, c'est 35 000 $. Vous avez un 529 avec 200 000 $, 35 000 $, ça ne va pas faire grand-chose. Donc, c'est une option de secours, mais pas géniale. Donc, je ne compterai pas là-dessus. Je ne compterai pas là-dessus. Important. Alors maintenant, les comptes Trump. Donc là, il y a quelques slides parce que c'est assez peu connu. Enfin, non, c'est très connu, mais les limites sont un peu, sont encore en train d'être connues, etc. Mais il y a un certain nombre de choses qu'on peut dire. Donc la cotisation maximale sur un compte Trump à compte, c'est 5 000 $ par an. 5 000 $. Donc c'est relativement limité. En revanche, tant que ce n'est pas retiré, ça va grossir sans impôt. Les parents et grands-parents, etc., peuvent contribuer. Certains enfants, si vous répondez à certains critères, il y a une contribution initiale du gouvernement qui est de 1 000 $. Les fonds peuvent être retirés, alors non seulement pour les études secondaires, post-secondaires, hein, donc l'université, l'achat d'une première résidence, la création d'entreprises, et à partir d'un certain âge aussi. Si, si vous retirez et que ça ne suit pas ces critères, vous êtes imposé, il y a des pénalités. Okay, donc, est-ce que c'est une solution? Ouais. Peut-être c'est une solution. Alors là, je vois compte de courtage, j'aime pas ce terme, compte titre. Voilà. Donc, les règles sont relativement restrictives. Les cotisations sont faibles. C'est possible qu'il évolue. Hein, c'est tellement récent que c'est possible que ça évolue un peu plus. Dans tous les cas, ça ne remplacera pas un 529. Ça peut venir en addition, pourquoi pas, mais ça ne remplacera pas un 529. C'est plutôt dans une stratégie d'épargne globale. Ça ne financera pas les études de vos enfants. Ça, c'est clair et net. Alors, qu'est-ce qu'on fait si votre enfant ne fait pas d'études universitaires ou s'il va faire ses études en France et que vous vous retrouvez avec un compte 529? C'est le plan B. Vous pouvez changer, comme je le disais, vous pouvez changer le bénéficiaire avec 19 000 $ par an. Il y a une certaine limite par personne, par enfant, 19 000 $. Vous pouvez, tiens, d'ailleurs, ce que j'ai pas dit, je vais rajouter un slide, c'est que sur le 529, vous pouvez mettre 19 000 $ par an et par enfant et par adulte, donc 38 000 $ si vous êtes un couple, par enfant, sans rien faire, sans aucune paperasse, etc. Ou vous pouvez quelque part le turbo booster. Hein, vous pouvez mettre 5 ans de cotisation d'un coup, hein, donc plus de 100 000
200 000, 180 000 dollars, à peu près, d'un coup, mais dans ce cas-là, vous ne pouvez plus rien mettre dessus pendant 5 ans. Et il faut faire un peu de paperasse. Mais ça, c'est intéressant quand votre enfant est jeune parce que vous pouvez financer toutes les études universitaires d'un coup. Si vous avez 180 000 dollars, vous financez toutes les études universitaires d'un coup parce que 180 000 dollars, ça devrait être suffisant pour financer une grosse partie des études universitaires de votre enfant. Ça, je ne l'avais pas dit, je l'ai rajouté. Alors, donc, qu'est-ce qui se passe si vous reste de l'argent? Vous pouvez changer de bénéficiaire n'importe qui. Pas forcément un membre de votre famille, en général, c'est le cas, mais ça peut être un cousin ou qui que ce soit. Vous pouvez utiliser l'argent pour des formations professionnelles ou techniques. Attention, il faut que ce soit compatible. On l'a vu, transférer les fonds vers un Roth IRA, de certaines conditions. Euh, Conserver pour des études de doctorat, retour aux études, ce genre de choses. Et vous pouvez retirer l'argent. Pour certains clients, notamment qui retournent en France sur la nationalité américaine, on va retirer l'argent, on va payer 10% de pénalité et un impôt sur le revenu. Et c'est comme ça. Vous ne pouvez pas perdre d'argent. C'est-à-dire que l'impôt sur le revenu et les pénalités, c'est sur les gains. Donc, si vous n'avez pas fait de gains, bah, vous n'avez pas d'impôt et pas de revenu. Vous n'avez pas d'impôt et pas de pénalité si vous n'avez pas fait de gains. Donc, vous pouvez, dans tous les cas, vous ne pouvez pas payer des pénalités ou l'impôt sur le revenu si vous n'avez rien gagné. Euh, Ce qu'on fait quelquefois avec les enfants, ce qu'on fait quelquefois avec nos clients, ce que je leur dis, c'est comme plan B qui est pas mal, c'est d'utiliser le 529 comme un outil multigénérationnel pour l'éducation. Si vous reste de l'argent après que vos enfants aient fait une université américaine, vous pouvez changer de bénéficiaire et le mettre à vos petits-enfants. Et, alors, je sais que ça fait bizarre quand j'ai des clients qui ont des enfants qui ont 16, 18, 20 ans, ça va, des petits-enfants. Mais s'ils ont fait leurs études aux États-Unis, il y a des chances qu'ils restent aux États-Unis. Et donc, du coup, ça peut être un outil, le 529, multigénérationnel. Et dans ce cas-là, à la fin des études, ce qu'on fait, c'est qu'on va tourner le 529 comme un compte très agressif. On va changer l'agressivité du compte, qu'on avait diminué parce que l'enfant était dans une université. Il faut que le compte soit conservateur. Et on le met en extrêmement agressif. Ça, on fait pas mal d'argent, mais c'est pour dans 5 ans, 10 ans, 15 ans. Alors, maintenant, comment on investit l'argent dans le 529? Donc, vous pouvez le faire manuellement, choisir les fonds, etc. C'est ce que je fais, mais en même temps, c'est mon métier. Et dans ce cas-là, comment j'ajuste? Tous les ans, donc là, ma fille a 15 ans, elle va dans l'université dans 2 ans et demi. Là, on est relativement conservateur. Et je mets les choses au jour de son anniversaire. À chaque fois en mai, je change, je réduis le risque des comptes de 10% pour arriver à peu près à 70% non risqué, 30% risqué sur ses comptes quand elle arrivera à l'université. Donc ça, je le fais manuellement. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Ce que je conseille à mes clients, c'est de prendre un target fond. Vous prenez l'âge de votre enfant et puis le compte va automatiquement se sécuriser. 0 à 5 ans, votre enfant à 0 à 5 ans, vous devez être super agressif. 6 à 10 ans, un peu moins agressif, probablement on m'appellerait ça croissance. 11 à 15 ans, modéré, et 16 ans ou plus, conservateur. En gros, c'est ça. C'est préservation du capital à partir de 15-16 ans, préservation du capital. Très important. Les choses, les grands principes, et ça c'est valable pour ça, c'est valable pour n'importe quel autre type de compte. Et c'est ces principes-là qu'on suit quand on investit pour nos clients, quel que soit le compte, retraite, compte titre, etc. Plus l'horizon est long, plus vous pouvez prendre de risques. Même si votre portefeuille fait ça, 15 ans, etc. Encore une fois, c'est des statistiques, les performances passées ne préjugent pas des performances futures, mais en 15 ans, il y a extrêmement peu de chances que vous perdiez de l'argent. Donc, vous pouvez être très agressif. En revanche, il faut réduire graduellement le risque. Pourquoi? Parce que vous ne voulez pas qu'il y ait un crash des marchés au moment où votre enfant va à l'université, où c'est le pire moment de retirer l'argent, vous allez devoir le retirer pour payer à l'université. Toujours, idéalement, donc diversifier, mais ça, dans les 529, il y a des fonds, mais c'est valable pour n'importe quel compte. Toujours mettre un investissement mécaniquement, envoyer de l'argent régulièrement.
beaucoup plus simple. Comme ça, vous ne posez pas la question, oh mon Dieu, les marchés chutent, les marchés montent. Non. Vous investissez que les marchés chutent ou les marchés montent. Et revoir votre stratégie une fois par an. Alors, ça, c'est si vous le faites vous-même. Si vous êtes dans un fonds, un target fund, un fonds qui va devenir de plus en plus sécurisé au fur et à mesure où votre enfant arrive proche de l'université, c'est automatique, vous n'avez pas besoin de revoir votre stratégie. Vous ne pouvez pas faire de placement individuel, mais l'allocation, la façon dont est investi votre portefeuille, la proportion de la partie sécurisée qu'on appelle obligation bonds en anglais, et la partie action equity, c'est ça qui va être important en termes de risque. Et ça, c'est valable pour les 529, mais c'est valable pour n'importe quel type de compte d'investissement. 0 à 5 ans, ouvrir un 529 dès que possible. Encore une fois, pas pour tout le monde, ça dépend de votre situation, mais moi, par exemple, il y a des grandes chances que je reste aux États-Unis toute ma vie, que mes enfants fassent leurs études aux États-Unis. Première chose que j'ai fait l'année où ils sont nés, j'ai ouvert des 529. Maintenant, je suis content. Investir principalement en actions, alors des fonds en actions, ce n'est pas des actions individuelles, vous ne pouvez pas de toute façon. Et puis, inviter les grands-parents à participer. Dites, bah voilà, on a un compte d'éducation, n'hésitez pas à mettre de l'argent dedans. 6 à 12 ans, là, il va falloir augmenter les cotisations. Alors, soit vous mettez pas mal d'argent de 0 à 5 ans, soit vous mettez un peu plus d'argent de 6 à 12 ans, et puis il faut voir la façon dont sont alloués les fonds. Et puis, vous pouvez ajuster l'objectif selon l'évolution du coût des études. C'est ce qu'on fait avec nos clients aussi. Régulièrement, on va recalculer, OK, où est-ce qu'on en est, combien il vous faut. Ah bah, vous pouvez diminuer cette année, parce que les marchés, par exemple, ont beaucoup augmenté. Vous allez surcontribuer à votre 529, on va réduire un petit peu. On va réduire l'argent que vous mettez à l'intérieur. À partir de 13 ou 14 ans, donc ça, c'est important pour nos clients qui ont des enfants à 13 ou 14 ans, l'ouverture d'un 529 n'est pas toujours pertinente parce qu'il n'y a que 4 ans de gains. C'est assez proche. On ne va pas investir de manière agressive. Donc, il ne va pas y avoir énormément de gains. Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'économiser 3 francs 6 sous? Voilà. Alors qu'on probablement pourra faire mieux avec un compte titre. Donc, c'est probablement, en général, 13 ou 14 ans, je vais dire, c'est trop tard. Ça ne sert à rien d'ouvrir un 529. Ouvrez un compte titre à votre nom, dédié à votre enfant. Et mettez de l'argent dedans. Donc, ça, en général, 13 ou 14 ans, c'est un peu tard. Donc, voilà. Donc, 529, plus c'est tôt, mais j'ai conscience que pour les Français, vous ne savez pas où va être votre enfant plus tard, etc. Donc, c'est difficile de savoir s'il faut faire un 529 ou pas. Mais en général, connaissant les Français, privilégiez vos comptes retraite parce que les Français qui arrivent aux États-Unis, on est en retard sur notre retraite. Ce qui est logique. On n'a pas commencé quand on avait 20 ans. Donc, en général, un 529 ou un compte dédié aux études des enfants, ce sera probablement la dernière chose qu'on fera, après avoir cotisé à tout ce qu'on peut pour la retraite. Donc, ce qu'il faut retenir, et puis après, je répondrai aux questions s'il y en a, c'est commencer à épargner le plus tôt possible, quel que soit le véhicule. Ne sacrifiez pas votre retraite, ça je l'ai répété plusieurs fois. Le 529, c'est n'achetez pas s'il vous plaît, n'achetez pas de produits financiers de type life insurance, etc. pour financer les études de vos enfants. Prenez un 529. Utilisez un 529, les trempes à compte potentiellement. Révisez régulièrement votre stratégie. Et prenez des conseils adaptés à votre situation. En général, on va avoir plusieurs véhicules. Le 529, en tout cas pour l'éducation, si ça a du sens, le 529 étant le pilier principal. Et puis après, des plans B, plan C, plan D. Quelquefois, on va dire, bah non, financez votre retraite. Et puis, faites un prêt pour les études de votre enfant, quitte à ce que vous remboursiez le prêt vous-même. Ce n'est pas à votre enfant de rembourser le prêt avec vos salaires. Vous pouvez rembourser le prêt vous-même directement. Vous remboursez le prêt vous-même le plus rapidement possible. Parce que votre enfant part, vous avez un peu plus de budget, vous pouvez l'aider à rembourser le prêt. Il n'y a pas de problème. Ou une partie du prêt. Donc, quelquefois, on va faire ça.
Les prêts pour les études sont souvent à 6 ou 7%, 7 ou 8% en ce moment. Donc, ça peut être assez élevé. Hein, donc, attention. Voilà. On a un peu de temps pour répondre aux questions. N'hésitez pas à prendre rendez-vous pour discuter de votre situation. Le premier rendez-vous est gratuit, hein, de toute façon, sauf si vous retournez en France dans les 2 ans. Mais prenez rendez-vous, vous avez juste à cliquer et vous aurez la possibilité de discuter avec Smara ou avec quelqu'un de mon équipe. Alors, maintenant, on va répondre aux questions. Donc, c'est le moment. What happens if a US-French family has 529 and they go back to France? How does France see this, tax this? Donc ça, je l'ai expliqué assez rapidement dans le webinaire, mais je vais le redire. Le 529, bonjour Smara, voilà, tout le monde, Smara, tout le Bonjour. monde. Voilà, donc t'as tout raté, c'est dommage. Ah, mais tu regarderas l'enregistrement. Ouais, avec Euh, plaisir. on ne devrait pas avoir trop de questions parce que j'ai parlé de pas mal de choses déjà. Donc là, j'ai une question sur qu'est-ce qui se passe sur le 529 si on retourne en France. Et donc, comme je le disais, il y a 2 cas de figure. Vous retournez en France et vous êtes de nationalité américaine, le 529 ne sera pas taxé. Euh, Sauf si vous retirez l'argent, bien sûr, et dans ce cas, il sera taxé 10% de pénalité, plus un impôt sur le revenu aux États-Unis. Donc ça c'est important. Le 529, c'est considéré comme un compte d'investissement par rapport au tax treaty franco-américain. Ce n'est pas un compte retraite. Ce ne sera pas le cas des 401k ou des Roth IRA. Si vous retournez en France, ce sera non taxable. Donc ça, c'est si vous êtes de nationalité américaine. De toute façon, c'est non taxable. Si vous n'êtes pas de nationalité américaine, là, c'est différent. Ça sera considéré comme un compte d'investissement et donc taxé à 30% en France sur les plus-values. Si vous faites des actions, reventes, etc. Donc le 529, si vous n'êtes pas de nationalité américaine, mon conseil, ce sera de le fermer et de récupérer l'argent. Is there a better company, Vanguard, Schwab, that can deal with 529 when living in France, US French nationality? Il n'y a pas, enfin, non. La réponse est non. Vous pouvez aller chez Schwab pour un 529. Il n'y a pas de raison de. De toute façon, pourquoi garder un 529 si vous retournez en France? Je ne sais pas. Mais si vous souhaitez garder un 529, non, il n'y a pas de raison de le changer d'entreprise. Vous pouvez changer l'adresse dans votre 529. Il y a des risques. Si vous changez votre adresse dans un 529 pour une adresse française, il y a des risques qu'il le ferme, mais ce n'est pas sûr. Alors, on n'a pas, je ne sais pas si toi, Smara, tu as entendu ça. Je n'ai pas eu de clients qui ont changé leur adresse pour une adresse française dans les 529 et le 529 a été fermé. Mais il y a toujours un risque. Quel est le pourcentage? On ne t'entend pas, Smara. Tu es en mute ou ton micro est en Pardon. mute? Voilà, c'est bon. Je disais, c'est peut-être une situation où les enfants sont restés aux US et étudient aux US et les parents rentrent en France. Donc, s'ils sont américains, ils peuvent garder le 529 et puis garder une adresse américaine plutôt. Ouais. Quel est le pourcentage de croissance sur un 529 plan? Personne ne sait. C'est pas garanti. Hein. Donc, c'est un compte d'investissement. Donc, il n'y a pas de pourcentage de croissance garanti. Ça dépend comment vous investissez. Entre 3 et 15%. Donc, ça ne va pas vous aider beaucoup. Hein, c'est un compte d'investissement. Donc, il n'y a pas de pourcentage garanti. Ça fait la performance des marchés. We heard 529 is not in the US-France tax treaty, so capital gain may still be taxed in France, even for US citizens, 18.6% charge sociale, etc. Nicolas, c'est faux. J'entends cette légende tout le temps. Effectivement, c'est pas considéré comme un tax treaty, mais même quand c'est par exemple un compte d'investissement classique qui n'est pas un 529, n'est pas taxable en France. N'est pas taxable en France. Il n'y a pas de charge sociale, il n'y a pas de 18,6%, etc. Il y a 0% de taxes. Donc, ce n'est pas un 529, c'est n'importe quel compte qui est aux États-Unis. Si vous êtes de nationalité américaine, ne sera taxé aux États-Unis, mais pas en France. Ne sera taxé qu'aux États-Unis, mais pas en France. Donc, ça, c'est une légende qui circule. Je ne sais pas d'où elle vient. C'est faux. C'est faux. Donc, ça, ce n'est pas une question de 529 ou autre. 529 plan versus Trump account. Comment choisir entre les deux? Quel est l'impact du Trump account sur l'aide financière FAFSA? C'est une bonne question.
L'impact, je sais pas. L'impact du Trump account, c'est une des questions euh, qui est vague. Enfin, des réponses qui est vague, c'est qu'on ne sait pas l'impact de faire ça. Mais comme le Trump account c'est limité à 5 000 $, l'impact est extrêmement faible. Extrêmement faible. Hein. Même si il n'y a pas de. Encore une fois, on parle pas, vous n'aurez pas des sommes de centaines de milliers de dollars. Pour que ça ait un vrai impact, il faudrait des dizaines, des centaines de milliers de dollars. Ça ne va pas être ça va pas être le cas du Trump account, du Trump account. Ouais. Donc Je ça pense que le plus dépend. probable, que ce soit compté comme asset de l'étudiant. Ouais, c'est le Parce que plus c'est au probable. nom de l'étudiant. Ouais. Ouais, c'est au nom de l'étudiant. Donc ça serait la logique. Mais il peut y avoir des exceptions. Euh, Mhm. donc probablement le 529. Alors si c'est une petite somme, le Trump account, jusqu'à 5 000 $ si vous voulez. Et puis après, le 529 si vous avez plus si vous avez plus de 5 000 $. Mais c'est pas l'un ou l'autre. Hein. Encore une fois, c'est complémentaire. 529 pour les études aux États-Unis, ouais. Ouais. Et puis le reste pour d'autres Ouais, le Trump objectifs. account, c'est plus flexible qu'un Ouais. 529. Donc moi, je dirais jusqu'à 5 000 $, vous pouvez faire le Trump account. Et puis après ça, vous pouvez faire le 529. Voilà. D'autres questions avant qu'on se quitte. Euh, Bah ouais, parce la que je suis prochaine, venue pour rien sinon. voilà, t'es venu pour rien. La prochaine fois, je crois que tu as loupé ça. La prochaine fois, je rajouterai 2 ou 3 slides un peu plus précis sur le 529. Euh, Ok. mais, euh, mais on verra. Alors, Il y a une faut-il autre ouvrir un question compte là. séparé par parent pour maximiser l'exonération annuelle de la taxe sur les donations pour un même enfant? Non, 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 non. C'est pas Marche comme pas ça que comme ça se ça. passe. Ça marche pas comme ça. L'exonération, elle dépend pas du compte où vous mettez l'argent. Elle dépend de la personne qui donne. Donc, que vous ayez un compte ou plusieurs comptes, ça ne change rien. C'est 19 000 $ par personne qui arrive dans un compte. Et ça ne pose pas de problème Ou le en termes de génération. supercharging des 5 ans en un Voilà. coup au tout début. Ouais, ça, c'est la même chose. Il n'y a pas besoin d'ouvrir plusieurs comptes pour C'est ça. maximiser. En général, aux États-Unis, c'est pas quelque chose, et peut-être que je pense pas à un truc, mais instinctivement, je dirais en général aux États-Unis, il n'y a pas besoin d'ouvrir plusieurs comptes pour des questions de fiscalité. Mm. C'est pas quelque chose. Sur les donations, ouais, les Ouais, sur les héritages et les aides. donations, les héritages, etc., c'est pas quelque chose qu'on fait aux États-Unis parce que ça apporte pas d'avantage. Ça apporte de la complexité, mais pas d'avantage. Voilà, merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. C'était court, mais Une bon, bonne merci. semaine. Voilà, un bon été à tout le monde. Ah, il y en a deux, il y en a des autres. Tout d'un coup, tout le monde panique là. Euh, for the Alors, address for the address consideration, can you keep a consideration, can mailing you keep a address? mailing address in the USA mailbox that would result in a smaller risk for it being closed? In our case, we would go back to France, but had contributed significantly to 529 and may come back to the USA. Oui, c'est ça. Vous pouvez garder une mailing address aux US. L'utiliser, ça peut être Alors, pas Virtual une Mailbox ou mailbox. autre. Ouais, virtual mailbox, Alors, pas c'est comme mieux physical, que. ouais. Ouais, pas une PO box, mais une virtual mailbox. Ok, Mhm. ça peut être important. Peut-on utiliser 529 pour autre chose qu'université, exemple payer le lycée français? Oui, à hauteur de 10 000 $ par an. Pour le lycée français, ça ne va pas vous aider beaucoup. 25 000 $ par an, je crois que ça coûte ce truc-là. Donc, oui, vous pouvez utiliser 529, mais à hauteur de 10 000 $ par an. Donc, à moins que vous ayez beaucoup de gains sur le 529, aucun intérêt. Si nous effectuons un versement sur un plan 529 depuis notre compte joint, l'IRS considère-t-il automatiquement que la donation provient à 50-50 des deux époux pour atteindre le plafond combiné du gift tax? Oui. Ouais. Il y a un nom particulier, je me souviens plus du nom, il y a un nom particulier qui dit ça, il y a un nom particulier qui explique ça, il y a une phrase particulière, une expression particulière, mais oui, et vous êtes considéré quand vous envoyez d'un seul compte joint et même pas forcément d'un compte joint. Hein. Même d'un compte individuel, si par exemple moi j'envoie 36 000 $, 38 000 $ à mes enfants, de mon compte individuel, ce sera considéré 50-50. Juste, Guillaume, par rapport à ce que tu as dit New avant, York, 50 000 sauf... $ par an, lycée français. Ouais, ça fait mal ça. Sauf erreur, c'est 20 000 maintenant par an pour tout ce qui est kindergarten à K-12 là.
Ah bah écoute, À partir voilà. de janvier 2026, il y a eu un changement. Ah bah voilà. Bah, tu Donc vois, c'est un ça fait peu longtemps que plus. j'en avais pas parlé. Donc 20 000 dollars. Génial. Donc voilà, sur les Mm. 50 000 dollars, il y a 20 000 dollars. Lycée français, 50 000 dollars. Ben, voilà, j'espère que ça vaut plus le coup que le lycée français de Mais au Saint-Paul. Enfin, moins, non, les franchement, personnes c'est très bien. qui ont l'habitude de payer 50 000 pour K-12, du coup, les études supérieures, Ouais, c'est facile. ça a pas C'est changé. déjà dans Ouais, le budget. c'est déjà dans le budget. Sauf si c'est une université privée où là, c'est beaucoup plus cher. Ouais. C'est Harvard. Voilà. OK, merci à tous. On va fermer le webinaire. Passez une bonne semaine, un bon été. À bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir à tous.